Avant les débuts de la civilisation, une force extraterrestre se pose sur la planète Terre. Rien ne sera plus jamais pareil. Et ils ont créé les êtres humains pour servir d'esclaves aux dieux. Ils sont plusieurs millions à croire que nous avons été créés par des extraterrestres. La conception génétique de la race humaine est un événement majeur dans l'histoire du monde. Et pour nous révéler la vérité, nos ancêtres auraient laissé derrière eux de mystérieux indices. Quand ces textes anciens évoquent des êtres étranges descendus du ciel, il faut prendre ça au pied de la lettre. On a reçu la visite d'extraterrestres. Alors, les extraterrestres ont-ils fécondé les premiers humains, accélérant ainsi notre évolution de plusieurs milliers d'années? Un homme dit en avoir la preuve. Je crois que Starchild n'est pas entièrement humain. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Tant qu'il n'y aura pas de preuves concrètes, les scientifiques ignoreront tout ça. Sceptiques ou partisans, ils enquêtent sur la théorie des anciens astronautes. Les extraterrestres sont-ils parmi nous? Il y a des milliers d'années, blottis autour du feu, les hommes menaient une existence simple. Ils n'avaient pas grand-chose et ne connaissaient rien du vaste monde hors de leur caverne. Mais l'histoire raconte qu'un jour, l'univers a changé à tout jamais. Ce jour-là, des extraterrestres se sont posés sur la Terre pour entrer en contact avec nos ancêtres primitifs. C'étaient des astronautes qui venaient d'une autre planète. Ça paraît délirant, et pourtant, ils sont plusieurs millions dans le monde à y croire. Et cette théorie a été médiatisée par le célèbre écrivain Erich von Däniken dans son best-seller Chariots of the Gods. C'est un livre qui a frappé les esprits et qui a soulevé un débat international. C'était vraiment une idée toute nouvelle. Von Däniken voyait des choses presque inexplicables dans notre passé lointain. Il soutenait que les extraterrestres nous avaient rendu une visite dont il ignorait la raison. Mais depuis la sortie de son livre en 1968, cette hypothèse s'est répandue et toute une théorie a été élaborée. Il y a bien longtemps, à des années-lumière d'ici, une planète semblable à la nôtre a connu un réchauffement climatique. Une seule chose pouvait empêcher les rayons ardents du Soleil d'éroder son atmosphère: l'or. Mais il en fallait tant que les habitants de la planète se sont lancés en quête d'une nouvelle source à travers l'univers. C'est ainsi qu'ils ont découvert notre planète et ses filons aurifères. Ils ont alors décidé de rester et nous ont asservis pour les aider à extraire le précieux minerai. Pendant leur séjour sur Terre, ils ont bâti des monuments prodigieux comme les pyramides d'Égypte et d'Amérique. Ces ouvrages servaient à la fois d'instruments de navigation stellaire et de pistes d'atterrissage pour leurs vaisseaux. Peut-être ces visiteurs nous ressemblaient-ils, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, ils nous ont apparemment initiés à de nouvelles technologies. Disciple d'Erich von Däniken, Giorgio Tsoukalos va encore plus loin. Sur le plan technologique, on était encore primitifs. Et ils nous ont poussés dans la bonne direction. Ils nous ont enseigné les mathématiques, l'astronomie, l'agriculture et plein d'autres choses. Et ça, juste pour nous guider dans la bonne direction. Et ce qu'ils nous ont enseigné de plus précieux, ce sont les techniques d'exploitation minière nécessaires à l'extraction de l'or. Tout ça ne semble pas très sérieux, et pourtant il paraît qu'il y a des preuves. Si vous savez où chercher,
vous trouverez des sites archéologiques et des éléments textuels. Quand les hommes ont demandé à ces êtres « D'où venez-vous ?», ils n'ont jamais indiqué l'autre côté de l'océan. Ils ont toujours indiqué le ciel. Mais la théorie des anciens astronautes est loin de faire l'unanimité. L'archéologue Ken Feder estime par exemple que ses défenseurs ne voient que ce qu'ils veulent voir. C'est un peu les casques bleus de l'espace. Des extraterrestres atterrissent sur la Terre et après s'être accouplés avec nous, ils regardent autour d'eux en disant « Ces pauvres diables ont besoin d'aide ». Selon ces adeptes, cette thèse est étayée par toutes sortes d'objets et de monuments anciens. D'après moi, cette pyramide était une machine. Alors, pour en savoir plus, nous nous rendons près de Mexico. Pour Ted Strain, les vestiges mystérieux de Teotihuacan étaient autrefois un site d'exploitation aurifère pour les extraterrestres. Je pense que l'association d'une source d'énergie, les rayons cosmiques ou le vent solaire, et de la forme de la pyramide permettait de canaliser cette énergie pour provoquer une réaction chimique au contact du mica et faire sortir l'or de la solution. Nul ne sait avec certitude qui a construit Teotihuacan. Tout ce que l'on sait, c'est que quand les Aztèques ont découvert la ville aux alentours du XIVe siècle, elle était déjà en ruine. Pour Ted Strain, c'est la preuve que les anciens astronautes l'utilisaient à la fois comme agence de recrutement, comme observatoire astral et comme centre commercial. Et les extraterrestres n'ont pas colonisé la Terre uniquement à partir de Teotihuacan. Sur toute la planète, on trouve des constructions étranges qui semblent avoir été conçues pour des êtres et des vaisseaux venus d'ailleurs. Non loin de Teotihuacan, le sommet de la grande pyramide de Chichen Itza comprend une piste d'atterrissage. Et à Baalbek, dans le nord du Liban, on a découvert les ruines mystérieuses d'une énorme structure en pierre. Mais le site le plus énigmatique reste celui des géoglyphes de Nazca, au Pérou. Ces lignes ont déconcerté archéologues et mystiques pendant plusieurs décennies. Entrelacées sur un haut plateau désertique, elles sont là depuis au moins 1000 ans. Et certains prétendent qu'elles ressemblent étonnamment à nos pistes d'atterrissage modernes. Certains de ces pictogrammes font 2 ou 3 kilomètres de long et sont parfaitement droits. Même aujourd'hui, nous aurions du mal à reproduire ça sans l'aide d'engins et de techniques sophistiquées. Comment a-t-on pu faire ça il y a 3000 ans au Pérou? Comment? Il n'y a pas d'explication. Mais les lignes de Nazca sont encore plus étonnantes quand on les observe du ciel. On voit alors apparaître des singes, des araignées et des oiseaux grands comme des terrains de football et pourtant invisibles depuis le sol. Comment une ancienne civilisation aurait-elle pu faire ça sans l'aide d'une machine, d'un avion ou même d'une navette spatiale? Peut-être que quelqu'un leur indiquait où tracer les lignes depuis un ballon, un avion, une navette ou un engin antigravité. Pourquoi des extraterrestres auraient-ils tracé des pistes d'atterrissage et des formes animales étranges à Nazca ou ailleurs? Nous ne le saurons peut-être jamais. Mais ce qui semble certain, c'est qu'une fois sur la Terre, les astronautes n'ont pas chômé. Reste à portée de vue et tiens la corde. À en croire la légende, les astronautes nous ont pris sous leur aile et nous ont appris à fabriquer et à utiliser des outils. Des lasers, par exemple, pour découper des blocs de pierre absolument parfaits. Ces mêmes blocs qui ont ensuite servi à bâtir les monuments anciens qui continuent à nous fasciner, comme les pyramides d'Égypte. Les archéologues estiment que les pyramides ont 5000 ans. Chaque bloc de pierre pèse jusqu'à 15 tonnes. Comment des gens ordinaires ont-ils pu construire ces chefs-d'œuvre architecturaux?
À l'autre bout du monde, on trouve les mégalithes de l'île de Pâques, des statues qui pèsent jusqu'à 82 tonnes. Et en Amérique du Sud, les blocs de granit des portes, des pyramides et des mégalithes gigantesques qui se dressent à près de 4000 mètres de haut ont plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années et pèsent jusqu'à 130 tonnes chacun. Les technologies sophistiquées nécessaires au commun des mortels pour déplacer, sculpter et enluminer de telles masses pouvaient-elles être connues de nos ancêtres? Au cœur d'un temple égyptien, un hiéroglyphe semble apporter une réponse inattendue. Toutes ces théories évoquent l'impact des extraterrestres sur notre existence. Mais eux, que sont-ils devenus? Ont-ils fini par repartir sur leur lointaine étoile ou sont-ils restés? Regardez tous ces échantillons. Ça va faire du bruit quand ils verront tout ce qu'on leur rapporte. Et si leurs descendants étaient encore parmi nous? Dans les années 30, alors qu'elle explore une caverne au Mexique, une adolescente découvre 2 squelettes à moitié enfouis dans la poussière. En les examinant de plus près, elle remarque que l'un des crânes est démesuré et que ses cavités orbitales sont étrangement peu profondes. Ce n'est visiblement pas un crâne humain ordinaire. Ce crâne pourrait-il être la preuve que des extraterrestres ont non seulement colonisé notre planète, mais aussi changé l'évolution de notre espèce à tout jamais? L'écrivain Lloyd Pye en est convaincu. Je crois que Starchild n'est pas entièrement humain. Disons que je vous crois. Où sommes-nous là? Pour savoir si ce crâne prouve la véracité de la théorie des anciens astronautes, il faut reprendre du début. On va mettre des jours à analyser ça. La vérité se dissimule peut-être au milieu d'anciens motifs rupestres, première trace de notre quête d'être supérieur à nous-mêmes. Quand ils ont commencé à étudier les récits gravés dans la roche par nos ancêtres, certains archéologues ont remarqué des images et des œuvres qui ne semblaient pas correspondre à notre vision de l'histoire. Beaucoup de gens s'interrogent sur la signification d'images qui rappellent étrangement des hommes en combinaison spatiale, munis de casques et d'antennes. Depuis que l'archéologie existe, l'usage veut qu'on les considère comme des dieux. Quand je vois un motif qui ressemble à un dieu ou à quelqu'un flottant dans les airs, je me dis que ça correspond à ce qu'on sait de leur culte. Et j'imagine que c'est un dieu. C'est quand même plus simple que d'aller dire « c'est peut-être un extraterrestre avec un engin de lévitation ». Au début du XXe siècle, l'apparition de nos propres engins de lévitation nous incite à nous interroger sur les mystérieuses lignes de Nazca. Certains se demandent alors si ces géoglyphes extraordinaires ont pu être réalisés sans l'aide de quelque chose ou de quelqu'un au-dessus. D'autres soutiennent que nous les avons tracés nous-mêmes, une fois les extraterrestres repartis dans l'espace. Quand les dieux sont partis, les peuples sur Terre qui avaient été en contact avec eux ont voulu qu'ils reviennent. Alors ils ont dessiné des motifs sur le sol pour leur dire « Nous sommes là. Si vous revenez, atterrissez ici. » Des extraterrestres seraient-ils ainsi à l'origine de nos plus grandes réalisations culturelles et artistiques? L'hypothèse a longtemps semblé trop farfelue pour être envisagée. Mais dans les années 60, l'homme explore l'espace et pose un pied sur la Lune. Et soudain, l'idée que des êtres venus d'une autre planète nous ont rendu visite n'est plus si inconcevable. Très vite, la théorie des anciens astronautes est prête à décoller. Et en 1968, Erich von Däniken publie une petite bombe, Chariots of the Gods. J'étais gérant d'un hôtel quand j'ai écrit Chariot of the Gods. C'est un livre qui contient beaucoup d'erreurs, des choses dont je sais aujourd'hui qu'elles sont fausses. Pas tout, mais une partie.
Vraie ou fausse, l'idée que des extraterrestres ont séjourné sur Terre il y a des milliers d'années et modifié à tout jamais notre histoire se répand comme l'éclair. Pourtant, von Däniken n'est pas le premier à suggérer cette idée. Depuis plusieurs décennies, la théorie controversée du diffusionnisme a sa propre explication sur les origines de l'intelligence humaine. Les progrès extraordinaires sont forcément le fait d'une source unique. Car de façon générale, les humains sont stupides. Il faut trouver une culture géniale. Les diffusionnistes ont pensé à l'Égypte. Ensuite, on a dit que c'était l'Atlantide, au milieu de l'Atlantique. Eric von Däniken, lui, a pointé le doigt en l'air. Au milieu des années 70, la théorie des anciens astronautes arrive à maturité. Dans l'espace, en quête d'une planète légendaire, L'ennemi approche. 100 000. la Terre. Avec le temps, les contacts extraterrestres sont devenus un sujet banal dans les livres, à la télévision et au cinéma. Et c'est arrivé il y a une éternité. Et au milieu de toute cette fièvre, une question en particulier semble passionner les initiés. Qui a construit les grandes pyramides d'Égypte? Plus que tout autre monument, elles représentent un exploit architectural presque impensable pour l'Antiquité. Pour l'écrivain William Henry, il est évident qu'elles n'ont pas été conçues par les Égyptiens. Quand je vois les pyramides, je me dis qu'une race extraterrestre a forcément participé à leur construction. Une conviction renforcée par l'existence des salles souterraines. Beaucoup de gens considèrent qu'elles servaient à protéger les prêtres égyptiens lors des allées et venues des dieux, les extraterrestres. Je pense que la Grande Pyramide est un capteur d'énergie géant qui peut à la fois recevoir et envoyer de l'énergie à des points éloignés du cosmos. Tout repose sur sa situation au centre des masses terrestres du globe. Et pour couronner le tout, il y a l'apparent alignement des pyramides avec le Soleil et les étoiles. Leur orientation géographique les place directement dans l'axe des étoiles de la constellation d'Orion. Comment une civilisation vieille de 5000 ans a-t-elle fait des calculs si complexes et pourquoi? Le vidéaste Ted Strain voit un mystère similaire dans les pyramides de Teotihuacan. Soit les bâtisseurs du site connaissaient les cieux, ou soit ils étaient eux-mêmes des dieux et ce sont les dieux qui ont conçu tout ça. Teotihuacan signifie d'ailleurs le site des dieux, là où les dieux se réunissent. Certains disent que cette cité précolombienne est la réplique exacte de notre système solaire. Il y a même une petite pyramide qui représente Pluton. Mais Teotihuacan a 2000 ans et on a découvert Pluton qu'en 1930. Comment est-ce possible ? La réponse, c'est qu'il y a dû y avoir des dieux extraterrestres qui sont descendus du ciel et ont partagé avec les êtres humains leur connaissance des mathématiques et de l'astronomie. D'après Ted Strain, c'est un groupe de princes extraterrestres, les Anunnaki, qui a bâti Teotihuacan et d'autres structures semblables. Mais qui étaient-ils et de quelle planète venaient-ils ? Il y a 6000 ans, la plus ancienne civilisation humaine connue, les Sumériens de Mésopotamie, a gravé des tablettes racontant l'arrivée sur Terre des Anunnaki, des divinités originaires d'un endroit appelé Nibiru. Ils nous ont apporté de nouvelles technologies et nous ont montré notre place dans le système solaire. La plupart des chercheurs considèrent que les récits sumériens relèvent du mythe, mais pas tous. Quand ces textes anciens évoquent des êtres étranges descendus du ciel, il faut prendre ça au pied de la lettre. Il n'y a pas lieu d'interpréter ça de façon symboliste. Ils ont peut-être voulu dire ça ou ça. C'est sans doute très simple. On a reçu la visite d'extraterrestres. Sauf que les anciens astronautes ne nous auraient pas seulement rendu visite, ils nous auraient carrément créés, de façon tellement horrible qu'on a peine à le concevoir. Mais peut-on le démontrer ?
Ce crâne est peut-être la preuve d'un métissage entre les extraterrestres et les humains, il y a des centaines ou même des milliers d'années. Ils ont choisi celle qui leur plaisait le plus et les ont prises pour femmes. Le mystère de notre apparition sur Terre occupe une place majeure dans la théorie des anciens astronautes. Les scientifiques s'accordent à dire que l'homme moderne et les autres primates ont un ancêtre commun. Mais Homo sapiens a plus de 100 000 ans. Et les experts se sont longtemps demandé ce qui a déclenché l'apparition soudaine de la civilisation il y a à peine 6 000 ans. Le chaînon manquant est une intervention extraterrestre dans notre patrimoine génétique. Parce qu'il y a une chose très claire. Nous avons fait un bond en avant sidérant. Nous étions dans les cavernes et soudain, nous voilà en train de bâtir des pyramides. Pour les disciples de Däniken, nous devons l'étincelle de la civilisation humaine aux extraterrestres qui sont venus féconder les femmes et sont aussitôt repartis. C'est la théorie des astronautes en chaleur. Ils atterrissent sur Terre et courent chercher des femmes à ensemencer pour accéder au stade supérieur de l'évolution. La Terre devient la dernière planète à la mode et ils reviennent sans cesse féconder leurs propres descendants pour produire la génération suivante. Et nous sommes le produit de cette expérience. Éternelle victime d'une aventure sans lendemain. Il y a eu des métissages. La Bible raconte que les fils de Dieu sont descendus et ont trouvé les filles de l'homme très attirantes. Ils ont vécu avec elles et engendré une descendance. Et s'il y avait quand même eu un lendemain? Certains ont eu des concubines, mais d'autres sont tombés amoureux et se sont mariés. Mais ça ne s'est peut-être pas du tout passé comme ça. Certains envisagent nos origines de façon nettement moins romantique. La méthode utilisée pour nous créer relèverait plutôt de la manipulation génétique. Les tablettes sumériennes racontent comment les dieux ont façonné les humains à partir de tubes, de jarres et d'argile. Dans la théorie des anciens astronautes, ces dieux sumériens sont en fait des extraterrestres. Mais qu'ils nous aient engendrés ou modelés dans l'argile, le problème reste entier. Pourquoi? Les extraterrestres n'ont pas eu à faire le sale travail. Ils avaient une main-d'œuvre soumise ici, sur la Terre, qui les adorait comme des dieux. Ils avaient besoin de main-d'œuvre. Ce qui intéressait les anciens astronautes, c'était les mines. Mais les hommes ne travaillaient pas seulement dans les mines. Ils s'occupaient aussi du bétail et cultivaient les champs. Ils servaient les dieux. Pour savoir à quelle époque les extraterrestres sont arrivés, il faut aller en Chine à la rencontre du peuple Dropa. Les Dropa seraient une race extraterrestre qui a survécu jusqu'à aujourd'hui sur la planète Terre. L'histoire veut qu'en 1938, un archéologue ait découvert un étrange site funéraire dans une grotte à la frontière du Tibet et de la Chine. À l'intérieur, il aurait trouvé des petits squelettes au crâne démesuré et des disques de pierre mystérieux avec des caractères microscopiques gravés dans des sillons. Passée inaperçue, cette découverte singulière refait surface 20 ans plus tard, lorsque quelqu'un prétend avoir traduit les inscriptions. Les disques raconteraient l'histoire d'un vaisseau qui se serait écrasé sur notre planète il y a 12 000 ans. Ils étaient échoués. Alors ils ont créé un village, une civilisation. Ils ont prospéré, ils ont cultivé des champs et, au bout du compte, ils sont devenus les ancêtres de la race chinoise. Une hypothèse aussi extraordinaire mériterait d'être approfondie. Mais nous ne saurons peut-être jamais la vérité, car on raconte que les Chinois ont mis les preuves sous clé. Pourquoi croyez-vous qu'il y a plus d'1 milliard de Chinois sur Terre? Ils étaient là les premiers. Incroyable. Mais comment?
Il existe pourtant un crâne semblable à ceux soi-disant trouvés en Chine et qui pourra peut-être nous éclairer. Nous allons l'examiner pour tenter de retracer son histoire. Il a été découvert par une adolescente au Mexique il y a 70 ans. Elle est entrée et elle a vu un squelette sur le dos. Elle a alors gratté la terre avec ses mains et elle a exhumé un second squelette enfoui dans le sol. D'après elle, il était mal formé. Depuis, le crâne a changé de propriétaire au moins 2 fois. Aujourd'hui, Ray et Melanie Young se considèrent volontiers comme ses parents. Le mari d'une de mes collègues de travail l'avait eu de la femme qui l'a trouvé. Comme je suis infirmière néonatale, il m'a demandé d'y jeter un coup d'œil. Au début, il m'a montré une photo sur laquelle on ne voyait que cette partie-là du visage. Je l'ai regardée et je me suis dit, je ne vois pas du tout qui c'est. Déterminé à percer son secret, il demande à Lloyd Pye, spécialiste des sciences alternatives, de mener l'enquête. Nous savions qu'il était l'homme de la situation. Ce qui m'a le plus intrigué quand j'ai comparé Starchild à un squelette humain, ce sont ses cavités orbitales. Mon père a été optométriste pendant plus de 40 ans et je sais parfaitement à quoi ressemblent des cavités orbitales. Je m'apprêtais à assister à un congrès d'ufologie à Laughlin, dans le Nevada. Alors je leur ai demandé de me confier les 2 crânes, car la conférence devait réunir environ 500 personnes, dont une bonne partie connaissait bien ce genre de choses. Je voulais avoir leur avis. La trouvaille surprend tout le monde. Ils se sont tous accordés à dire que ce crâne ressemblait énormément à celui d'un gris. Les gris correspondent au type d'extraterrestre que nous connaissons le mieux. J'ai aussitôt décidé de le montrer à des scientifiques. Lloyd veut d'abord déterminer l'âge exact du crâne. Il le confie à un laboratoire de Miami pour une datation au carbone 14 qui révèle qu'il a 900 ans. Les chercheurs observent ensuite le crâne au microscope. Ils découvrent un étrange résidu rouge et des fibres singulièrement solides à l'intérieur de l'os. Il y a donc 2 anomalies majeures. Pour autant qu'on sache, il est absolument unique. Les mycologues et autres spécialistes à qui on l'a montré n'avaient jamais rien vu de semblable. Lloyd est convaincu que ce crâne n'est pas totalement de notre monde et que son propriétaire descendait probablement d'un humain et d'un extraterrestre. Il l'a baptisé Starchild, l'enfant des étoiles. Ce n'était pas très avisé comme choix. Quand j'appelle des scientifiques et que je leur dis « j'ai un crâne étrange à vous montrer », ils me demandent s'il a un nom. Et dès que je dis Starchild, clic. Le seul moyen de savoir avec certitude si Starchild est humain ou extraterrestre, c'est d'analyser son ADN. Lloyd joue sa réputation, mais il veut connaître la vérité, quel qu'en soit le prix. Beaucoup de simples mortels admettent difficilement que des extraterrestres nous aient conçus et aient contribué au grand chef-d'œuvre du passé. Notre planète Astron Delta. Mais la science peut peut-être appuyer cette théorie ou au contraire la réduire à néant. On creuse le sol pour étudier les strates les plus anciennes. Et s'il y avait des traces d'une présence extraterrestre, on le saurait. Pour certains, il est évident que les extraterrestres nous ont colonisés, qu'ils se sont reproduits avec nous et nous ont enseigné leur savoir. La forte densité de notre planète nous a permis d'élaborer les théories de la gravité et de l'antigravité. Ça m'échappe. Comment ne pas s'émerveiller en voyant qu'à différents endroits, des peuples primitifs ont sculpté et déplacé des pierres pesant jusqu'à 100 tonnes. Divers objets anciens évoquent des technologies qu'on croyait inconnues en des temps si reculés.
Et certains archéologues sont captivés par les reliques exhumées ces dernières années. D'autant que la plus stupéfiante d'entre elles pourrait transformer notre vision de l'histoire. On pense souvent que c'est Thomas Edison qui a inventé l'ampoule. En fait, c'était peut-être les extraterrestres. Au cœur d'un temple de l'ancienne Égypte, des gravures rupestres au symbolisme mystérieux fascinent les visiteurs. Pour la plupart des égyptologues, elles relatent la naissance d'un dieu. Mais d'autres affirment que ce hiéroglyphe représente une ampoule avec son filament et son fil électrique. C'est tout à fait extraordinaire. L'électricité n'a pas été inventée par notre civilisation. Elle existe depuis des siècles. Mais c'est un savoir qu'on a perdu. Difficile à croire. Mais il y a un autre argument. Comment les Égyptiens ont-ils gravé tous ces motifs dans le noir complet? Ils ne pouvaient pas utiliser de lampe à huile ni de torche. On n'a pas retrouvé assez de suie à l'intérieur des pyramides. Serait-il possible qu'ils aient eu des piles? Non loin de l'Égypte, dans les années 30, des archéologues ont découvert un appareil remarquable qui prouve que les gens qui vivaient ici il y a 2000 ans avaient fabriqué des piles électriques. On appelle ça la pile de Bagdad. La plupart de ces choses, comme par exemple l'électricité, étaient réservées à une élite. Comment des contemporains de Jésus-Christ ont-ils pu fabriquer une pile? Je crois qu'une grande partie des anciennes technologies qu'on redécouvre peu à peu vient effectivement des extraterrestres. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dû nous laisser leurs machines pour qu'on les utilise. Au bout d'un moment, elles sont tombées en panne, un peu comme une voiture qu'on ne sait pas réparer, et elles sont devenues inutiles. Les disciples de Deniken considèrent la pile de Bagdad comme la preuve d'une intervention extraterrestre. Mais ce n'est pas l'avis de Nancy Reed, spécialiste des technologies antiques au Texas. La technologie nécessaire à la fabrication de la pile de Bagdad est très simple. Le cylindre est en cuivre et la tige est en fer. Quant au vase, il devait être rempli de vinaigre. Au contact des métaux, le vinaigre acide provoque une réaction électrique. Et en appliquant les extrémités d'un voltmètre à cet endroit, on peut créer environ un demi-volt. Un demi-volt, ce n'est pas beaucoup d'électricité. Et on ignore toujours pourquoi des piles ont été fabriquées il y a 2000 ans. Reste à savoir si c'est une technologie extraterrestre ou quelque chose d'encore plus étonnant. Et si la pile de Bagdad ou un engin similaire avait servi à alimenter l'ampoule égyptienne? La réponse à toutes nos questions est peut-être en Suisse. L'écrivain Erich von Däniken a récemment créé un parc d'attractions dédié à la théorie des anciens astronautes. On peut y voir une superbe exposition sur l'ampoule des anciens Égyptiens. La publiciste Caroline Schneider trouve l'idée remarquable. Ça ressemble à ça. Ils avaient forcément un moyen de s'éclairer à l'intérieur de ces pyramides. C'est une des possibilités. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si vraiment ils avaient des ampoules, c'est stupéfiant. Dans le parc de von Däniken, l'ampoule est alimentée par des copies de la pile de Bagdad. Mais l'image originale représente-t-elle vraiment une ampoule ou cette idée est-elle le produit d'une imagination trop féconde? Quand ils lisent von Däniken, je recommande à mes étudiants de couvrir les légendes sous les dessins. Et je vous garantis que si vous faites ça, vous ne voyez pas une ampoule. Vous voyez quelque chose qui ressemble à une aubergine. Vous retirez votre main et vous vous dites « Une ampoule ?» Mais de quoi il parle? Montrez-moi le verre. Montrez-moi le culot de métal qui se vissait dans la douille. Montrez-moi la source d'énergie de cette ampoule. Ça, ce sont des preuves concrètes. Il faut croire que tout ce qui brille n'est pas or. Mais au fait, a-t-on trouvé de l'or à Teotihuacan?
Et surtout, est-ce qu'on a trouvé la moindre preuve que les extraterrestres ont bâti cet endroit pour y extraire de l'or? L'archéologue Kim Goldsmith étudie les ruines de cette cité précolombienne depuis 24 ans. Il n'y avait pas d'or ici. Pour commencer, il n'y a pas de filon aurifère dans la région. Et personne n'a apporté d'or ici du temps de Teotihuacan. Et la théorie selon laquelle la pyramide était une plateforme d'atterrissage? Alors comme ça, ces extraterrestres seraient capables de traverser l'espace interstellaire, mais ils auraient besoin de marquer l'endroit où ils vont atterrir. Ils n'ont pas de GPS. Cela étant, les pyramides avaient peut-être quand même une signification astrale. Ted Strain affirme qu'elles reproduisent exactement notre système solaire. Mais l'archéologue Ken Feder rétorque qu'avec les pyramides, toute interprétation est subjective. L'agencement de Teotihuacan n'a rien à voir avec les planètes. Bien sûr, si on s'arrête à 9, on a effectivement le bon nombre de planètes. Visiblement, ils considéraient Pluton comme une planète, même si certains astronomes mettent ça en doute aujourd'hui. Mais si on s'arrête à 9, on se dit « Waouh, 9 pyramides, comme les 9 planètes !» Sauf qu'en fait, il y en a une 10e, une 11e et une 12e. Certains disent qu'il y avait plus de planètes dans le système solaire à l'époque. C'est un cercle vicieux. Teotihuacan était vraisemblablement une ville prospère, semblable à toutes les autres. Vous n'avez qu'à regarder une ville moderne n'importe où dans le monde et vous saurez comment ça se passait ici. Il y avait des architectes, des ingénieurs, une administration, un système judiciaire et aussi des militaires qui défendaient la cité. Ce qui nous ramène au mystère préféré des disciples de Däniken, les grandes pyramides d'Égypte. Des Atlantes aux extraterrestres, on en a attribué la construction à tout le monde, sauf aux Égyptiens. Mais l'archéologue Ken Feder soutient que la vérité est inscrite sur ces murs. On sait très bien qui a construit l'Empire State Building, parce qu'on a les photos du chantier. Bien sûr, on n'a pas de photos de la construction des pyramides, mais on a des gravures qui montrent les Égyptiens déplaçant de gigantesques blocs de pierre. On voit comment la roche a été sculptée sur la roche elle-même. Quoi qu'il en soit, et à défaut de prouver l'existence de tailleurs de pierre extraterrestres, nous allons peut-être enfin savoir si les hommes et les extraterrestres se sont métissés. Comme je vis à la frontière et que je travaille dans un hôpital, j'ai vu toutes sortes de malformations génétiques. J'ai vu beaucoup de choses, mais rien qui ressemble à ça. Nous savons que ce crâne a environ 900 ans et que ses cavités orbitales n'ont rien d'humain. Mais le seul examen susceptible de nous révéler si Starchild a des origines extraterrestres, c'est un test ADN. Lloyd Pye a fait subir au crâne toute une batterie de tests, mais les conclusions ne font que renforcer le mystère Starchild. Jason Eshelman, de la compagnie Trace Genetics à San Francisco, a l'habitude de travailler avec de l'ADN ancien. Il a étudié l'homme de Kennewick, des vestiges humains vieux de 9000 ans découverts dans l'État de Washington en 1996. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, il relève un nouveau défi. Ce qui m'a intéressé, c'est que Lloyd posait certaines questions auxquelles on pouvait essayer de répondre avec des outils scientifiques. Si les procédés d'extraction d'ADN ancien et d'ADN moderne sont similaires, il est cependant plus difficile de trouver de l'ADN ancien encore intact. Avec un matériel biologique vieux de 900 ans, on sait que l'ADN aura subi quelques dégradations. Rien ne garantit qu'on réussira à extraire l'ADN de Starchild, surtout si c'est un extraterrestre. Il n'en a peut-être pas. La mission est à la mesure de Jason Eshelman, et nous vous révélerons plus tard ses conclusions. En attendant, revenons plutôt à l'énigme des lignes de Nazca au Pérou. Certains estiment que les hommes n'ont pas pu tracer ces gigantesques géoglyphes il y a plusieurs milliers d'années, sans aucun moyen de contempler leur œuvre d'en haut.
Ils prétendent que les lignes ont été faites par des extraterrestres ou que ces derniers nous ont au moins montré comment faire. Mais à en croire un expert, ce n'était pas nécessaire. Joe Nickell fait partie du comité d'enquête scientifique sur les théories paranormales. Et il ne croit pas que les extraterrestres aient tracé les lignes de Nazca pour une raison très simple. Les anciens astronautes auraient évidemment survolé le plateau avec une soucoupe volante. Ça aurait soulevé un gros nuage de poussière. Les humains auraient été obligés de se masquer le visage, de plisser les yeux et de se courber. Et ils auraient pris des bâtons et une corde comme nous pour finir les motifs. Joe commence par préparer le matériel. Ce n'est pas très couleur locale, mais on est obligé d'utiliser ça parce qu'on n'a pas de désert de gravier à notre disposition. Il mesure ensuite les repères de la figure. Il s'apprête à recréer l'un des plus beaux géoglyphes de Nazca, l'araignée de 45 mètres. Ça doit faire dans les 6 mètres. Vérifie s'il y a 6 mètres d'ici à là-bas. 6 mètres 30. Il va mesurer à nouveau. Le temps passé sur cette étape porte ses fruits. Il prend donc tout son temps. Mais il a quelques difficultés. Bon, Il lui faudrait peut-être une contribution extraterrestre finalement. Cette enquête sur les géoglyphes représente un enjeu majeur. Depuis plusieurs décennies, leur mystère est la pierre angulaire de la théorie des anciens astronautes. Mais aujourd'hui, Joe Nickell pense parvenir à les démystifier pour de bon. les gens sont souvent impressionnés par les immenses dessins au sol ou par les cercles de culture, car ils croient que c'est très difficile à réaliser. Mais ce n'est pas plus difficile que de tracer un cercle régulier. Ce qu'on fait sur une petite feuille de papier avec un compas et une règle, on peut le refaire à grande échelle. Il suffit de dessiner des repères sur une grille et de les reporter au sol avec de simples piquets et une corde. Ça n'a rien de très compliqué. Et Joe n'en est pas à son premier essai. En 1982, il a déjà reproduit l'un des plus grands motifs de Nazca, un condor de 140 mètres. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et si c'est vrai pour Joe, ça l'était aussi pour les Nazca. Car après un examen plus approfondi, on s'aperçoit que les lignes originales ne sont pas toujours droites. Visiblement, il y a eu quelques erreurs de calcul. Avec le temps, les artistes ont corrigé le tir et perfectionné leur technique. Mais pourquoi s'être lancé dans une telle entreprise? Certains soutiennent que les Nazca attendaient le retour des extraterrestres et qu'ils ont dessiné ces lignes pour les faire revenir. C'est une histoire intéressante. Il y a des gens qui croient à ça et d'autres qui croient aux cloches de Pâques. Encore une fois, en tant qu'archéologue, j'aimerais voir des preuves. Car toute cette théorie repose sur l'idée qu'il y avait des extraterrestres à qui indiquer le chemin. Une hypothèse déjà audacieuse. Il existe un vieux principe scientifique, le rasoir d'Occam. Il dit que quand on a plusieurs explications possibles, il faut choisir celle qui introduit un minimum de nouvelles hypothèses et s'y tenir tant qu'on n'a pas d'éléments matériels concrets prouvant que cette explication est fausse et qu'une autre est vraie. Sinon, on fait au plus simple. Et il y a beaucoup d'explications plus simples qui s'offrent à nous. Celle de Joe Nickell nous ramène aux dieux. On ôtait les graviers pour dénuder la terre et on utilisait ces figures comme chemin de procession, un peu comme des labyrinthes. Parfois, il y a même des tracés qui serpentent inutilement, sans doute pour mieux s'imprégner de la force de l'image. La plupart des géoglyphes de Nazca ont un point commun, des lignes qui s'étendent à l'extérieur du motif lui-même. Celle-ci, par exemple, semble former une entrée vers le corps du colibri. Nickell en a conclu que les gens qui ont tracé ces figures les parcouraient dans le cadre d'un rite religieux. Elles avaient peut-être d'autres fonctions, mais je suis sûr que les lignes servaient de chemin de cérémonie. Reste le problème de Star Child.
Ce crâne de 900 ans prouve-t-il qu'il y a eu un métissage entre humains et extraterrestres il y a des centaines ou même des milliers d'années? À San Francisco, Jason Eshelman essaie d'extraire l'ADN de Star Child. Il ignore s'il est humain. Et de toute façon, nul ne sait à quoi ressemble de l'ADN extraterrestre. Après plusieurs tentatives, il parvient à extraire de l'ADN mitochondrial, le plus facile à trouver dans un spécimen aussi ancien. Mais les informations transmises par ce type d'ADN ne concernent que la mère. Le génotype qu'on a trouvé correspond tout à fait à la région du sud-ouest où il a été découvert. L'ADN de Star Child indique que sa mère était humaine. J'ai cherché de l'ADN humain. Quand quelque chose a une forme humanoïde, on s'attend à trouver de l'ADN humain. Mais tant qu'on n'aura pas analysé l'ADN nucléaire de Star Child, Lloyd Pyle ne saura pas qui était le père. Quand on étudiera son ADN nucléaire, on verra qu'il n'est pas humain à 100%. Certains ne voient pas l'utilité d'en savoir plus sur les parents de Star Child. Je ne vois rien qui indique un enfant extraterrestre dans ce crâne. C'est juste une anomalie de la nature humaine, comme on en a déjà constaté. En tant qu'anthropologue médico-légal, Bill Rodriguez a vu toutes sortes de crânes. Il a même examiné Star Child en 1999. Si un profane observait les ossements de Star Child, il les trouverait certainement étranges et inhabituels, peut-être même un peu monstrueux. Le visage est en effet très singulier, surtout les cavités orbitales. Un humain aurait-il pu survivre avec des yeux comme ça? Les cavités sont peu profondes, mais on voit encore l'endroit où le nerf optique venait se raccorder à l'orbite pour fournir la vue. Et le développement du crâne s'est simplement adapté à la forme des orbites. Mais Star Child a d'autres particularités bizarres, comme par exemple sa boîte crânienne difforme. Pour Lord Pye, cette difformité suffit à prouver que son protégé n'est pas entièrement humain. La seule explication possible, c'est qu'il s'est développé ainsi à cause de ses gènes. Son corps a dû consentir à différentes compensations qui lui ont permis d'intégrer des changements importants qu'on ne voit pas chez les êtres humains. Pourtant, Bill Rodriguez possède le moulage d'un crâne humain dont la forme rappelle un peu celui de Star Child. Chez les jeunes enfants, les bosses pariétales sont souvent marquées. C'est l'endroit où, de chaque côté, l'os pariétal forme une sorte de protubérance. Ce n'est pas anormal, mais comme je le disais, si on regarde ce crâne de dos sans voir la zone du visage, on retrouve le même genre de profil que celui de Star Child. Là encore, l'interprétation est subjective. Même si Star Child ne prouve pas que les anciens astronautes ont modifié le cours de notre histoire, nous sommes peut-être liés à eux d'une manière ou d'une autre. Il n'existe aucune trace fossile du chaînon manquant entre l'homme et le singe. Alors notre ancêtre commun serait-il extraterrestre? Y a-t-il eu un métissage entre les deux espèces? Carl Sagan avait raison de dire qu'il serait plus facile à un être humain de s'accoupler avec un pétunia qu'avec un extraterrestre. Au moins, l'homme et le pétunia ont évolué sur la même planète. Non, il n'y a rien de rationnel là-dedans. Tout ça est purement fantaisiste. Il y aura toujours des gens pour affirmer que les extraterrestres ont colonisé la Terre et nous ont ensuite créés pour les servir, modifiant ainsi le cours de l'histoire. Il reste encore tant de choses qui nous échappent à propos de nos ancêtres, humains ou pas. La science n'est qu'une longue suite d'erreurs corrigées.
Je crois que Starchild montre qu'il y a des erreurs qui doivent être corrigées. Je pense que les extraterrestres ne sont pas encore venus. Il y en a peut-être quelque part dans l'immensité de l'univers. Mais rien ne prouve qu'ils nous ont rendu visite. Et ça ne risque pas d'arriver de sitôt. En l'absence de faits concrets, les légendes et les œuvres d'art du passé seront toujours sujettes à interprétation. C'est presque comme si, au fond de nous, on savait que notre place est dans les étoiles. Reste à savoir comment y retourner. Je crois que c'est le désir de trouver une force divine. S'il n'y a pas un Dieu surnaturel, peut-être que des créatures semblables aux dieux, avec des pouvoirs divins, nous sauveront un jour de nous-mêmes. Nous ne saurons sans doute jamais toute la vérité. Alors, à nous de nous faire notre propre idée à partir des faits. La seule façon de prouver que la théorie des anciens astronautes est fausse, c'est que les extraterrestres eux-mêmes viennent nous dire « On n'a jamais mis les pieds ici ». Pas mal, hein? Il y a peut-être quelque chose d'extraterrestre dans notre culture, ou